Bonjour à vous toutes et tous. Alors que la MINUSMA ne parvient pas à se protéger elle-même, ni les populations civiles qui lui en tiennent rigueur, la France et ses alliés lui confient la tâche d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le cadre de sa guerre dite anti-djihadiste au Mali. Avant d'aller plus loin dans le développement de cette thématique, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère du Tchad dans sa résistance à l'arbitraire et à l'insulte qui lui est faite dans la conduite de la transition en cours. Ce tournant illustre une fois de plus le double jeu de la France dans le traitement des coups d'État dans la bande sahélienne. Je profite également de cette occasion pour dire ma solidarité avec Nathalie Yamb, à qui la même France veut imposer le silence. C'est l'ignorance et le silence qui assujettissent et tuent. Le travail militant et pédagogique auquel nous sommes nombreux à nous atteler a largement contribué à changer la donne. Les peuples d'Afrique sont en train de prendre le pouvoir en s'imprégnant des enjeux économiques et géopolitiques qui leur étaient jusqu'ici soigneusement cachés. Venons-en maintenant aux opérations onusiennes de maintien de la paix. En m'investissant dans la réflexion sur la mission onusienne dans mon pays, attaqué, blessé et humilié dans le cadre de la guerre dite anti-djihadiste, j'ai le sentiment d'accomplir un devoir pour avoir été impliqué en janvier 1994 dans le panel international de haut niveau sur la restructuration du PNUD et dans celui mis en place en février 2003 sur les relations entre les Nations Unies et la société civile. C'est à ce titre que je considère que le ver est dans le fruit. La réforme du département des opérations de maintien de la paix, conformément aux recommandations de Lakhdar Brahimi, autorise que les casques bleus soient armés d'un mandat robuste. Les puissances occidentales parviennent à tourner dans le sens de leurs intérêts cette doctrine qui, dans l'entendement de Kofi Annan, allait mettre fin à l'unilatéralisme qui a caractérisé l'intervention militaire des États-Unis en Irak. George W. Bush est en effet entré en guerre sans mandat des Nations Unies et a déstabilisé le régime de Saddam Hussein qui a été assassiné. Finalement, l'ONU que le général de Gaulle a traité de machin sert à merveille les intérêts de la France quand on considère les couples Licorne-ONUCI, Serval-MINUSMA, Sankaris-MINUSCA. La France marche ainsi sur deux jambes. Le retrait de Barkhane doit être compensé par un mandat plus fort de la MINUSMA si Paris ne veut pas perdre pied au Mali. Tel est d'ailleurs le sens du vote le 29 juin dernier par le Conseil de sécurité d'une résolution sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA pour 1 an, au mépris total des réserves faites par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Kofi Annan a plaidé également pour une refonte des mécanismes de défense des droits de l'homme. Ces efforts n'ont pas abouti puisque la Grande-Bretagne de David Cameron et la France de Nicolas Sarkozy, s'ils ne sont pas entrés en guerre unilatéralement en Libye contre le régime de Muammar Kadhafi, ils ont foulé aux pieds la résolution 1973 du Conseil de sécurité avec le soutien de Barack Obama. La crise de confiance ne caractérise pas que les relations entre les États comme le Mali et l'ONU. Le fait que les soldats de la paix croisent le fer avec les populations des zones en conflit, comme cela s'est passé en RDC, en Centrafrique et ici au Mali,
attestent une profonde détérioration du climat de confiance qui devrait régner entre eux. L'épuisement de la doctrine onusienne d'intervention et celui de son discours sur les droits de l'homme sont allés de pair avec l'épuisement du modèle de développement auquel l'organisation s'attelle. Comme je l'ai souligné dans l'ONU dos au mur, nous n'avons pas affaire à la même organisation. L'ONU d'aujourd'hui n'est pas celle des années 60, du fait de la place considérable que les multinationales occupent aujourd'hui dans la conduite des affaires de l'ONU, comme des États qui la composent. Les Nations Unies sont préoccupées par les graves violations des droits humains commises par des groupes armés non étatiques, entendus par la Wagner, mais aussi parfois par certaines forces de sécurité. Les différents rapports du secrétaire des Nations Unies sur l'état des lieux font rarement allusion au vécu et au ressenti des populations des zones en conflit dont l'existence est totalement bouleversée par l'arrivée de tant d'hommes et une débauche de matériel, de biens de consommation dans des contextes où les populations sont confrontées à des pénuries et à des souffrances souvent indicibles. Ces bouleversements sont vécus comme une sorte d'agression. La prostitution plus ou moins déguisée, les débits de boissons alcoolisées et d'autres faits choquent et renforcent notamment aux jeunes sans emploi, désœuvrés, le sentiment de leur inutilité et de leur exclusion. Ils n'ont pas les moyens financiers des casques bleus qui offrent aux jeunes filles mobylettes, téléphones portables et autres gâteries. Il semble qu'à la demande du Conseil de sécurité, une revue d'ensemble du rôle de l'aménagement est en cours pour trouver des solutions nouvelles. Il s'agit, semble-t-il, de travailler avec les autorités maliennes, j'en conviens. Mais le drame, c'est que les questions sont préétablies. La France, à travers l'ONU, veut continuer à exercer la pression sur les autorités maliennes à propos de questions préétablies. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais elle sait déjà ce dont elle a envie de débattre. Il ne sera jamais question du paradigme économique destructeur qui est à l'œuvre depuis longtemps déjà et qui me semble être le facteur le plus déterminant si nous voulons en finir avec ce qu'on appelle le djihadisme, les migrations dont on ne parle pas, je l'ai souvent dit, toutes les crises alimentaires, sanitaires et environnementales. S'il ne tenait qu'à moi, on convertirait tous ces moyens humains, matériels, financiers en ressources pour les populations, en nourriture, eau, soins de santé et bien entendu à la protection de l'environnement. Il n'en est pas question parce que nous assistons à la substitution de la guerre à la paix sociale et à la sécurité humaine. Il en est ainsi parce que le néolibéralisme est totalitarisme. Le capital expansionniste et prédateur a besoin d'uniformiser les économies, les sociétés et au pouvoir des hommes et des femmes qui lui sont soumis. Où sont les droits de l'homme? Totalement incompatibles avec cet agenda. J'inscris sur ce registre l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Si vous prenez chaque paramètre, vous comprendrez que les enjeux sont financiers. Il s'agit de business. Tout le monde y gagne, sauf les populations déshéritées du Sahel. J'y pense pour avoir été témoin quelque temps après la libération de Tombouctou et de Gao, de la mission d'une quarantaine d'hommes et de femmes d'affaires français qui sont venus explorer les opportunités d'engranger la contrepartie de la contribution militaire de la France à la libération du Mali qui n'était pas finie.
et au budget de l'aménagement. Plus parlant encore de mon point de vue de l'affairisme dans la lutte contre le djihadisme, qui peut en vouloir à l'autre de ne pas bien gouverner quand on sait qu'à tous les niveaux, il s'agit de business. L'un des faits les plus parlants, c'est cette mission du Premier ministre d'Emmanuel Macron à l'époque, Édouard Philippe, les 22 et 24 janvier 2019. C'était une visite placée sous le signe du développement économique et de la lutte contre le terrorisme. Lors de cette mission, composée d'un groupe d'hommes d'affaires, en plus du ministre des Armées, Florence Parly, et de Laurence Nunez, à l'époque, le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, Édouard Philippe a appelé à l'engagement de tous dans la lutte contre le terrorisme. Par tous, il entendait la MINUSMA, les UTM et la force du G5 Sahel. Il a déclaré que la force Barkhane sera maintenue aussi longtemps que possible. Sur la base de quels résultats, quand on sait que l'année 2019 a été la plus meurtrière au Sahel, à la lumière de quelle concertation avec la partie malienne? Le problème est que dans cette réflexion sur la MINUSMA et la guerre anti-djihadiste, les bonnes questions ne sont pas sur la table. Moi, je me demande, et je ne suis pas la seule, combien de casques bleus faudra-t-il pour instaurer la paix et préserver des vies mises en péril par le capitalisme fou? Tel est le vrai sujet. La paix ne peut pas être instaurée et maintenue quand la guerre économique pour le contrôle des ressources de la planète fait rage. C'est le cas. On y est plus que jamais. La paix ne peut pas être instaurée et maintenue quand les membres du Conseil de sécurité sont fauteurs de guerre, vendeurs d'armes et autoproclamés défenseurs des droits de l'homme. La paix et la sécurité ne peuvent pas être instaurées et maintenues quand le coup d'État institutionnel permanent des institutions internationales de financement, j'ai nommé le FMI et la Banque mondiale, mais pas que, est la règle du jeu. En guise de conclusion, permettez-moi de me référer encore à Kofi Annan, qui dit que personne n'a le monopole de la vérité en matière de droits de l'homme et que des violations sont commises dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Ces violences, qu'elles soient commises au nom de la religion, de l'appartenance ethnique ou de la sécurité de l'État, interpellent notre conscience. Je vous remercie.